Puis ça va être important après ça de partir ces semis au bon moment. Si vous les partez trop tôt, bien, quand les plantes vont finir par s'étioler, ils vont manquer d'espace, puis vous allez voir, malheureusement, vous n'allez pas avoir un super bon rendement. Ça va être très long et à rattraper le temps perdu. Fait que partez pas vos plantes trop tôt, sinon ils vont s'étioler comme ça. Si vous les partez trop tard, bien, ils vont être plus petits, mais ils vont être encore robustes, par exemple. Ils vont être pas rachitiques trop grands. Vaut mieux les partir trop tard que trop tôt. Mais dans tous les cas, suivez les dates qui sont recommandées sur les sachets. Souvent, les semenciers vont vous le dire. Hey, partez vos graines tant de temps avant le dernier gel. Puis là, ça va bien fonctionner. Parce que si vous plantez vos plantes puis qui ne sont pas résistantes au gel, comme la majorité des plantes qu'on retrouve dans un jardin, dans un potager, s'il y a un gel, ils vont toutes mourir. Ça ne vaut pas la peine. Fait qu'il faut connaître la date du dernier gel. Puis si le semencier vous dit partez ça à l'intérieur, chez vous, avec des néons ou proche d'une fenêtre, 2 semaines avant, ben, faites-le 2 semaines avant. Suivez ce que vous a dit votre semencier, ça vaut la peine. Souvent, le semencier va vous proposer 2 dates. Par exemple, ils vont dire entre 8 et 10 semaines. Bien, entre les deux, prenez la plus courte, à moins que vous ayez une serre. Souvent, la durée la plus longue, c'est pour ceux qui ont des serres, puis la durée la plus courte, c'est pour ceux qui n'ont pas de serre. Fait que prenez la plus courte entre les deux. De toute façon, vaut mieux les faire germer quand il est trop tard plutôt que trop tôt. Et donc, c'est hyper important de savoir c'est quand la date du dernier gel. Or, ça change d'année après année, c'est pas évident. Fait que se fier sur Météo Média, ça vaut vraiment la peine. C'est souvent aux alentours du 25 mai pour la région de Montréal, mais c'est selon que vous allez être en altitude, plus au nord, si vous êtes proche de grands lacs comme au lac Saint-Jean, votre date du dernier gel va changer. Allez voir c'est quoi les anciennes dates de dernier gel. Essayez de voir avec Météopédia cette année, ça va être quand la dernière date, la date du dernier gel, puis vous allez être capable de vous organiser avec ça. Puis méfiez-vous des moyennes. Hein. Si en moyenne, c'est, je ne sais pas moi, le 10 mai, la date du dernier gel, ça veut dire qu'une fois sur 2, c'est plus tard que le 10 mai. Fait que la moyenne, ça peut être dangereux. Fait que essayez de trouver un moment où vous êtes confortable, de prendre le risque, de laisser vos plantes dehors, puis qu'il y ait le moins de chances possible qu'il y ait de gel. Puis là, on pourrait se fier sur la Lune aussi pour savoir quand est-ce qu'il va y avoir le dernier gel, parce que la Lune a tout plein d'influences sur la Terre, mais pas sur le gel. Vous pourriez aller sur Météo Média, allez-y, puis regardez toutes les années passées, les cycles de la Lune, et essayez de faire correspondre ça aux dates de dernier gel, et il n'y a aucun lien entre les deux. Fait que fiez-vous pas à la dernière phase lunaire de je sais pas quoi. Ça ne fonctionne pas. Malheureusement. Ou heureusement, parce que là, j'en parle de mon latin. Fait que là, l'idéal, là, c'est de regarder sur le sachet de graines de votre semencier. Il vous dit, c'est tant de temps avant le dernier gel qu'il faut partir les semis. Let's go. Vous bâtissez votre calendrier comme ça. Mais ça peut finir par devenir complexe. Là, à tel moment, je pars elle, ensuite, tel moment, je pars elle, ensuite, tel moment, je pars elle, puis ensuite, ça, c'est le dernier gel, puis ensuite, je m'en vais planter ça à l'extérieur. Ma blonde a simplifié tout ça. À chaque 2 semaines, elle part des semis chez nous, à l'intérieur, à l'abri du gel, au chaud, avec des néons. Puis, elle a organisé son calendrier comme ça pour que ça soit trop compliqué. Fait que 13 semaines avant le dernier gel, elle passe ses semis intérieurs de poireaux et d'artichauts. 11 semaines, les laitues pour son premier semis, parce qu'elle veut avoir de la laitue pas mal toute l'année. Fait qu'elle va partir de la laitue la 11e semaine, la 7e semaine, la 5e semaine, pour avoir de la laitue tout au long de l'été. C'est quand même le fun de pouvoir manger de la salade. Fait qu'à la 11e semaine, part de la laitue, des céleris, d'aubergines, poivrons, piments et céleri rave. 9e semaine, tomates, cerises de terre, la plupart des herbes aromatiques, la plupart des fleurs. 7e semaine, du chou, pommes frisées, Bruxelles, de la laitue, je vous l'ai dit tantôt, du fenouil à bulbe. 5e semaine, melon, brocoli, chou-fleur, coriandre, basilic, épinards, malabar, persil et mitsuba. Puis à l'extérieur, elle part les radis, les navets, les pois, les épinards, les laitues. Elle transplante la laitue, les poireaux. 3e semaine, les courges, les concombres, la roche et le souchet. À l'extérieur, la ciboulette, les carottes, les betteraves, le panais, le salsifis, la bête-à-carre, les patates, les tournesols, les soucis. Ils sont capables de prendre un peu de gel. Et transplante artichaut et persil. Et 1 semaine avant le dernier gel, à l'extérieur, le pavot. Et on transplante brocoli, chou-fleur, céleri rave, céleri. Et la semaine où il n'y a plus de gel, idéalement une nuit au-dessus de 0 degrés Celsius, on plante à l'extérieur maïs pré-germé, haricots, basilic, persil tubéreux, ficoille, glacial, amarante, soya. Et on transplante à l'extérieur tomates, melons, laitue, courges, concombres, choux, aubergines, poivrons, piments. Et début août, les semis à l'extérieur, on plante laitue, les derniers semis, épinards, radis, navets. Et fin octobre, l'ail d'automne.
et bingo, c'est votre calendrier. Il y a un moyen aussi de partir des semis directs et aller planter ça directement dans la terre. Vous risquez d'avoir une moins grande production. Quand vous transplantez un plant, il est pas mal plus proche de produire des légumes que si vous mettez des graines puis il faut attendre qu'ils poussent. Donc, c'est l'avantage de partir des semis. Mais si ça vous tente, vous pouvez planter directement dans la terre, faire des semis directs. Ça vaut la peine. Il y a peu de risques. Souvent, au pire, les graines germeront que lorsque la température sera suffisamment chaude. Idéalement, là, pour les légumes de climat frais, il faut attendre que la température du sol atteigne 7 degrés Celsius. Fait que c'est le cas pour les betteraves, carottes, laitues, oignons, persil, panais, radis et compagnie. Il y a des légumes de climat intermédiaire, eux autres. Idéalement, il faut attendre que le sol soit à 12 degrés Celsius. Fait que c'est le cas des navets, choux, brocolis, choux frisés, choux-fleurs, la bêta-carne, maïs, tubercules, comme les patates par exemple. Puis il y a les légumes à climat chaud, où il faut attendre que la température du sol soit à 21 degrés Celsius. Fait que haricots, concombres, courges, melons et compagnie. Fait que les étapes pour partir ces semis, là, on s'inspire énormément de John Jeavons qui fait du jardinage de bio-intensif. Donc avec très peu de terre, très peu d'eau, il fait une énorme production. C'est vraiment admirable. Fait qu'il met du terreau un peu plus haut au centre de sa boîte que sur les côtés. Son terreau est composé d'un mélange de moitié terre, moitié compost. Il plante des graines à la volée dans des boîtes à 5 côtés, un format qui est facilement transportable et une profondeur de 3 pouces. Ça permet d'utiliser très peu d'espace et très peu d'eau. Plus vos formats de boîtes vont être petits, moins vous allez avoir à utiliser de terre, moins vous allez avoir besoin d'utiliser d'eau. Fait que si l'accès à l'eau est problématique, ça vaut la peine. Par contre, vous allez avoir besoin de repiquer vos plants parce que quand votre plante va grossir, si les racines commencent à toucher le fond de votre pot, c'est que le pot n'est pas assez grand. Mais si vous voulez économiser la terre ou si vous n'avez pas beaucoup d'espace pour partir vos semis, là, ça vaut la peine. Et ensuite, une fois que vous avez mis vos graines, vous pouvez rajouter un peu de terre pour les recouvrir. Mais vous pouvez aussi creuser un petit trou, mettre votre graine, creuser un petit trou, mettre votre graine. Vous pouvez y aller avec votre doigt. C'est super sympathique. Ça se fait bien aussi. Fait que John Jeavons, il en utilise très peu de terre comme ça. Fait qu'une fois que les plantes ont commencé à germer, il va super délicatement pour enlever le germe de cette plante-là qui a germé, pour après ça aller le placer dans une boîte où il y a pas mal plus de terre, où on a un 6 pouces de profondeur. Quand on arrose, on doit imiter l'effet d'une pluie douce. Fait que si votre arrosoir fait des grosses gouttes puis ça tue vos semis, vous ne serez pas super avancé. Fait que vous pouvez utiliser des arrosoirs à bec inversé. Ça permet d'avoir une pluie beaucoup plus fine qui maganera pas vos semis. C'est pas le temps de les blesser. Ils sont super fragiles à ce moment-là. Fait que pour savoir si on arrose correctement, on enfonce notre doigt 2 heures plus tard et tout doit être humide. Si c'est déjà sec, c'est que vous n'avez pas suffisamment arrosé. Yves Gagnon, lui, propose ces trucs-là en plus. Fait que ça prend de 14 à 16 heures de bonne lumière par jour si vous voulez avoir une bonne production. Utilisez une pièce avec des grandes fenêtres orientées vers l'est ou le sud, ça convient, mais l'idéal, c'est d'avoir un éclairage d'appoint. La température de la germination est de 25 degrés Celsius, alors que pour la croissance, c'est 20-22 le jour, 15 la nuit. Fait qu'un des trucs, c'est que tant que vos plants n'ont pas encore germé, vous pouvez créer une espèce d'effet de serre. Vous pouvez mettre un couvercle de plastique transparent ou une feuille de plastique transparent. Comme ça, le néon va envoyer ses rayons de lumière. Ça va se convertir en infrarouge. L'infrarouge est incapable de sortir de votre effet de serre et ça va réchauffer davantage. Puis dès que les plantes commencent à pousser, enlevez après ça votre feuille de plastique transparente. Comme ça, la température va redescendre à la température de votre pièce et bingo, vos plantes ont commencé à pousser. Yves Gagnon, lui, de son côté, utilise un terreau spécial pour la germination, puis un autre terreau différent pour la croissance. Fait que pour le terreau de germination, il utilise 1/5 de compost mûr, 2/5 de perlite, 2/5 de vermiculite, alors que le terreau de croissance, c'est la moitié du compost mûr, 1/4 de perlite, 1/4 de vermiculite. Puis le compost mûr, là, c'est un compost végétal il est vraiment bon. Yves Gagnon, il fait son propre compost, là, mûr de 2 ans. Et là, après ça, ça part. Puis ces pourcentages-là, ces fractions-là, c'est par volume. Mais vous pouvez aussi acheter du terreau à germination, puis ça va fonctionner aussi. Mais si vous voulez faire votre propre terreau à vous, vous avez les meilleures recettes, là. Yves Gagnon, lui, de son côté, c'est pas toutes les plantes qui sèment à la volée. Les oignons et les poireaux, oui, mais pour les autres, contrairement à John Jeavons, il va vraiment en rang, fait ses trous, place ses graines, puis il recouvre les semences de terreau de 3 fois l'épaisseur de la graine. Ensuite, il arrose avec une eau tempérée, à jet fin, parce que ne mettez pas de l'eau bouillante ou de l'eau congelée, ça ne fonctionnera pas. Les blocs de glace seraient comiques. Bec renversé et maintenir humide. Repiquer lorsque les plants ont 2 vraies feuilles, pas les cotylédons. Tu sais, chez les solanacées, les patates, les poivrons, les tomates. Quand la plante pousse pour la première fois, quand elle germe,
il y a 2 cotylédons qui sont là pour faire la première photosynthèse, sont essentiels. Puis là, après ça, la plante pousse davantage, puis là, il y a de vraies feuilles qui apparaissent. Fait que les 2 premières feuilles ne sont pas des vraies feuilles, ce sont des cotylédons. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut repiquer lorsque les plants ont 2 vraies feuilles. C'est Dave Gagnon qu'on tient ce truc-là de mettre une feuille transparente en plastique pour faire un effet de serre pour réchauffer davantage la terre lorsqu'il y a germination. Dès qu'il y a germination, on l'enlève. Puis idéalement, on arrase la base sur laquelle reposent vos pots et pas le dessus. C'est sûr que nous, on finit tout le temps par arroser le dessus, mais l'idéal, c'est d'arroser la base dans laquelle baignent vos pots, dans laquelle il y a germination. Il y a vos plantes qui sont en train de pousser. Puis dès que les plantes sont rendues trop nombreuses, trop volumineuses, qu'il n'y a plus d'espace entre elles puis qui commencent à se toucher, c'est le temps d'éclaircir, soit de repiquer pour qu'il y ait davantage d'espace entre les plantes. Fait que vous prenez vos plantes, vous les espacez dans un plat plus gros, soit vous en coupez et c'est votre première récolte de l'année. C'est super bon, c'est le fun, vous en coupez tout plein. Puis là, vous pouvez manger ça. Et là, vous allez avoir plus de place pour vos plants qui vont prendre des tailles pas mal plus intéressantes sans compétition. Vous avez sûrement vu des gens flatter des semis comme ça, c'est correct, ça simule l'effet du vent. Probablement que ça rend vos semis peut-être un peu plus solides. Mais faites-vous-en pas, vous pouvez laisser les enfants jouer avec les semis tant que c'est pas trop violent. Quand vous repiquez, quand vous reprenez vos plants puis vous les mettez dans des plats plus gros pour qu'il y ait plus d'espace, quand vous êtes toujours à l'intérieur avant de les amener au jardin, bien, donnez-leur au moins 2 fois la largeur du plant tout autour. Comme ça, ils vont avoir de la place pour pouvoir grossir. Une autre chose aussi, c'est bien beau avoir de la place à l'extérieur de la terre, mais il faut que les racines aient suffisamment de place. Si jamais les racines commencent à prendre toute la place dans le pot, c'est que là, il faut repiquer, mettre ça, rempoter dans un autre pot. Et idéalement, il faut repiquer à la même profondeur. Fait qu'il ne faut pas renfoncer davantage le plant ou le mettre plus à l'extérieur, sauf 2 occasions. Les crucifères, choux, choux-fleurs, brocolis et poireaux, il faut les enterrer jusqu'aux premières feuilles. Là, ça va permettre de générer encore plus de racines et votre plant va être plus vigoureux. Et sauf pour les solenacées, tomates, piments, cerises de terre, aubergines, bien, ça vaut la peine d'enlever les cotylédons et de l'enterrer jusqu'à la base des premières vraies feuilles. Encore une fois, ça va générer encore plus de racines et votre plant va être encore plus solide. La Ray Oxen, lui, de son côté, rajoute ces trucs-là. Placez vos fluorescents à 15 à 30 cm au-dessus des plantes et utilisez 2 tubes de T12 de 120 cm Cold White. Ça fonctionne bien. Il y en a toutes sortes de néons, mais eux autres fonctionnent bien. Et la Ray Oxen nous donne aussi une liste de plantes qu'on peut manger, qu'on peut manger le feuillage. Je vous disais tantôt qu'au lieu de repiquer, vous pouvez éclaircir puis tuer quelques plantes pour qu'il y ait plus de place pour les plus vigoureuses et manger ces plantes-là. Bien, toutes eux autres sont comestibles, ont des feuillages comestibles, même la tomate. Fait que quand vous éclaircissez votre bac de semis, parce que là, ils sont rendus trop nombreuses, puis vous voulez en garder moins, fait que là, vous les coupez. Vous pouvez faire une salade avec de l'amarante, le bok choy, l'aubergine, les tomates, radis, poivrons, pois. Juste les cerises de terre et la rhubarbe, touchez-y pas. C'est toxique, mais le reste, vous pouvez le manger. Et voilà, vous avez votre première récolte de l'année. D'autres trucs pour partir des semis. Pour le souchet, haricots, pois, cucurbitacées, ça vaut la peine de tremper les plantes avant de les planter. Vous risquez d'avoir un bien meilleur rendement. Puis ça ne vaut pas la peine, malheureusement, de planter ça dans des œufs. À moins que vous soyez dans une école, puis que de toute façon, vous n'allez pas replanter vos plantes. Parce que l'œuf, là, il ne se décomposera pas. À moins que vous brisez l'œuf, puis vous faites attention de tout enlever la coquille d'œuf avant de la planter dans la terre. Vous allez confiner les racines dans un trop petit espace, puis ça ne fera pas des plants géniaux. Fait que c'est bien beau partir des plantes dans des coquilles d'œufs comme ça, mais c'est pas génial si vous voulez produire de la nourriture. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, quand vous faites votre compost puis vous mettez vos coquilles d'œufs, bien, les coquilles d'œufs ne se dégradent pas. En du moins, pas dans l'espace de la vie d'un jardinier. Fait que quand vous mettez vos coquilles d'œufs dans votre jardin, là, ben, c'est pas pour vos plantes que vous le faites, malheureusement. Ça n'augmentera pas le calcium, ça prend énormément de temps avant que ça se défasse, à moins que vous ayez un pH hyper acide, mais là, ça serait hyper néfaste pour vos plantes. Les coquilles d'œufs ne se défont que trop lentement. Par contre, si vous avez des poules, vous pouvez leur redonner les coquilles d'œufs. C'est une source de calcium extraordinaire. Eux autres sont faits pour aller retrouver ce calcium-là, puis pouvoir le réutiliser. Ils en ont besoin. En ce moment, on supplémente en calcium la bouffe qu'on donne aux poules. Or, ils produisent déjà tout plein d'œufs. La plupart sont non fécondés, fait qu'ils peuvent le remanger. Puis eux autres, après ça, ces poules-là vont en faire du compost pour vous.
Mais vous pouvez être original. Il y en a qui partent leur semis dans des rouleaux de papier de toilette. Et ça fonctionne. Un peu comme les pots en tourbe, on n'a pas besoin de sortir le plant du pot en tourbe pour aller le replanter. Non, 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 vous pouvez le planter dans le sol. Le plat en tourbe va finir par se décomposer, tout comme vos rouleaux de papier de toilette. Fait que ça peut être très joli si vous décidez de partir vos semis comme ça. Puis vous n'êtes pas obligé de repiquer. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, si vous voulez utiliser le moins d'eau possible, ça vaut la peine de repiquer. Par exemple, si vos plants sont super proches comme ceux-là, ma blonde, après ça, les a repiqués et là, elles avaient pas mal plus d'espace. Fait qu'on peut partir dans des petits volumes de terre, on utilise très peu d'eau, puis là, après ça, on utilise un grand volume de terre, on a repiqué nos plantes dans quelque chose de plus volumineux. Et là, vos plantes vont pouvoir pousser encore plus, être encore plus vigoureuses.